J'ai choisi aujourd'hui d'aborder une porte d'entrée qui n'est peut-être pas la porte d'entrée la plus souvent utilisée pour analyser la franc-maçonnerie. J'ai choisi de parler de sociabilité, d'un modèle de sociabilité qui est hérité du XVIIIe siècle, un modèle anglais, qui continue d'influencer considérablement les questions de genre au sein de la franc-maçonnerie. Et donc, le type de sociabilité qui est celui de la franc-maçonnerie du XXIe siècle reste toujours en lien avec ce qui s'est passé au XVIIIe siècle à Londres, qui a été fortement influencé par Newton, qui en réalité est le père de la franc-maçonnerie. Et c'est en 1782, en Angleterre, je répète, à Londres, dans des conditions très spécifiques, que va s'organiser la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons. Alors, 1750, à Londres, il y a 10% de la population britannique. La Grande Loge Unie d'Angleterre s'est créée en 1717. Et beaucoup de ce que l'on sait ou de ce qu'on croyait savoir sur l'origine de la franc-maçonnerie est maintenant battu en brèche par les recherches des historiens, et notamment Roger Daché, Alain Bauer, dans leur ouvrage « La nouvelle histoire des francs-maçons en France », remettent en question cette idée qu'en 1717, il y aurait eu un événement majeur qui a créé la franc-maçonnerie. Mais je vous en laisse juge et je vous invite à lire le livre. Donc, Newton a considérablement influencé l'existence de la franc-maçonnerie. Il était franc-maçon lui-même. Il a consacré sa vie de scientifique à rechercher dans la nature les signes à la fois de la divinité et une espèce de règle qui serait une règle universelle. C'est le temple de Salomon qui lui a servi de modèle mathématique. Il y voyait une clé universelle pour expliquer le plan de Dieu. Que l'on soit franc-maçon ou qu'on ne le soit pas, je crois que vous savez tous quelle est la place du temple de Salomon dans les symboles, la symbologie maçonnique. Et donc ce mythe a, dès le départ, occupé une place importante. Une place importante, et dans le mythe de Salomon, des constructeurs de temples, des bâtisseurs, vous savez, il n'y a que des hommes. Il n'y a pas une seule femme architecte de l'époque. À l'époque, lorsque le pasteur des Aguliers, qui est le secrétaire de Newton, tient la plume pour rédiger les constitutions écrites par un autre pasteur, qui est le pasteur Anderson, il écrit une formule très célèbre. Donc, comment peut-on devenir franc-maçon ? Alors, si cela peut intéresser certains d'entre vous, il faut être des hommes bons et loyaux, nés libres, ayant l'âge de la maturité d'esprit et de la prudence. Il ne faut être ni serf, ni femme, ni hommes immoraux ou scandaleux, mais de bonne réputation. Nous sommes, je le rappelle, en 1717 et environ. Donc, que l'on exclut les femmes, c'est logique. Les femmes ne sont pas libres au XVIIIe siècle. Elles ne naissent pas libres. Elles sont soumises à leur père, soumises à leur mari. Elles sont mineures. Elles sont mineures toute leur vie. Donc, que pour l'homme du XVIIIe siècle, vous savez, la franc-maçonnerie ne s'extrait jamais de la société dans laquelle elle s'inscrit. Pour l'homme du XVIIIe siècle, il est tout à fait normal que les femmes ne puissent pas intégrer le nouvel ordre. Alors, si j'insiste tant sur Londres et sur la manière dont va se structurer le nouvel ordre, c'est parce que Londres est au XVIIIe siècle en pleine évolution. Elle est capitale du monde, s'y développe et l'explosion à la fois de l'industrie, à la fois du commerce international, des échanges internationaux, l'émergence aussi d'une pensée scientifique et rationnelle, surtout par les mathématiques, et la naissance qui en découle de nouvelles élites. Et donc Londres est au centre de ces évolutions, et ce n'est pas surprenant qu'il s'y crée de nouveaux espaces de convivialité.
Alors, les premiers espaces de convivialité qui se créent, qui occupent toute la ville dans différents quartiers, ce sont les coffee houses. Ce sont des espaces où l'on vient pas seulement boire du café, parfois du café amélioré avec un peu d'alcool, on vient y boire de la bière, on vient discuter, on vient échanger, on vient faire des affaires, on vient en fait, quand on s'ennuie un peu chez soi, on va au coffee house. Et là, on a un mode de convivialité qui est essentiellement masculin. Les loges maçonniques se réunissent souvent dans ces coffee houses. Elles participent à ces modèles de convivialité qui sont en quelque sorte, qui ont une convivialité qui est une convivialité verticale. C'est-à-dire que les différentes couches de la population s'y mélangent. Ce qui est le cas aussi dans les loges maçonniques qui se réunissent dans ces coffee houses. Et par exemple, la Royal Society va se réunir pendant plus d'un siècle avec d'autres organisations prestigieuses, des clubs aussi, dans ces endroits. Donc réservés aux hommes, avec un modèle de convivialité qui est un modèle de convivialité entre pairs. Parallèlement, à côté, vont naître les clubs. Un club, c'est autre chose. Un club, c'est un modèle de convivialité horizontal. On s'y fréquente entre pairs, entre personnes du même milieu, et on y fait à peu près la même chose. À une différence près, et encore, on y lit beaucoup la presse. La grande évolution de l'époque, c'est la presse. Il y a les journaux. Et on va y lire la presse, on va discuter politique. Certains clubs se réunissent autour d'un parti politique, d'autres autour, je dirais, d'un projet plus scientifique ou culturel. Ces clubs vont avoir une influence considérable à la fois sur la politique et sur la franc-maçonnerie, puisque dans ces clubs, on pratique aussi des sortes d'initiation. On y entre par cooptation. On n'y entre pas comme ça en disant « je trouve que votre club est sympa, j'aimerais l'intégrer ». Non, non, on y entre par cooptation. Il faut montrer patte blanche, il faut payer une cotisation. Il faut témoigner du fait que l'on participe du même monde, de la même classe sociale, parce qu'on ne s'y mélange pas. Et donc, on va créer une élite à travers ces clubs, et les loges maçonniques vont s'intégrer dans ce modèle, totalement. C'est-à-dire un monde d'hommes, pour les hommes, qui est à la fois un espace de convivialité où l'on va pratiquer un rituel, chercher à grandir ensemble, mais où l'on va constituer des réseaux. C'est exactement ce qui se passe maintenant dans des cercles dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus tard. Et donc, ce modèle qui va tellement imprégner la société londonienne va influencer encore aujourd'hui toute la maçonnerie anglaise, c'est-à-dire tous ceux qui, grandes loges nationales, qui existent encore aujourd'hui partout dans le monde, c'est-à-dire environ 75% de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie à la française libérale étant une exception latine. La toute grande majorité des francs-maçons aujourd'hui dans le monde continue de rester entre hommes et de pratiquer un modèle de sociabilité essentiellement masculin. Et que fait-on dans ces clubs ? On y pratique notamment ce que l'on appelle le badinage. Alors, je vous invite à regarder au dictionnaire ce qu'est le badinage. Ça veut dire qu'on est entre hommes et qu'on peut parler de tout. Dans certains clubs anglais, il y a des femmes nues partout aux fenêtres, on boit beaucoup. Les Français qui viennent à Londres à l'époque sont très choqués de la quantité d'alcool parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont vertueux sans doute. Et donc c'est un mode de convivialité qui a une très grande influence sur la vie politique. Donc ne pas être membre d'un club, c'est aussi ne pas pouvoir faire évoluer sa carrière. Alors qu'en est-il des femmes ? Je dirais, dans ce modèle-là, honnêtement, il n'y a pas de place pour les femmes. Ce qui est surprenant, c'est que la franc-maçonnerie française
c'est un peu, je dirais, libéré du modèle anglais en 1877, quand elle a fait le choix de ne plus être essentiellement déiste, c'est-à-dire de se libérer du concept de grand architecte de l'univers. Alors on peut se dire, voilà, c'est bien l'esprit français et le Grand Orient qui fait ce choix. C'est une manière aussi de témoigner d'une certaine modernité. Mais la modernité s'est arrêtée là, parce que le modèle de fonctionnement, la convivialité, les rapports humains, les réseaux qui se créent au sein des loges sont restés essentiellement masculins jusqu'en 2012. Ça fait beaucoup de temps quand même. Et donc, le Grand Orient de France étant la plus grande obédience française, bien sûr, cela a une influence sur la manière dont la franc-maçonnerie va agir au sein de la société. Je ne parlerai pas ici des obédiences féminines, puisque le prochain orateur abordera cette question, mais les obédiences féminines, dès leur début, sont particulièrement impliquées dans les combats des femmes. Ce qui n'est pas le cas, étrangement, par exemple, du Grand Orient de France ou d'autres obédiences masculines, dont on peut dire que si elles sont extrêmement sensibles aux injustices sociales et au combat pour la laïcité, elles sont relativement indifférentes au sort des femmes. C'est totalement paradoxal et surprenant. Et donc, il n'y a pas un véritable combat militant des obédiences masculines en faveur du droit des femmes. Même s'il y a des réflexions, même s'il y a une volonté parfois quasi majoritaire de s'ouvrir aux femmes, cela reste un monde essentiellement, un espace de sociabilité essentiellement masculin. Alors, ce qui m'intéresse et que je souhaite partager avec vous, c'est de voir un peu comment la franc-maçonnerie qui devrait être et qui l'a été et qui l'est encore parfois à la pointe du combat pour l'émancipation, comment, sur ces aspects-là, la franc-maçonnerie a été un peu à la traîne des évolutions de société. Donc, non seulement elle ne les a pas anticipées, mais elle ne les a pas toujours accompagnées. Je dis bien dans son ensemble, et je ne parle pas des obédiences mixtes et féminines. Donc, si l'on prend l'évolution du droit des femmes, il y a quelques dates clés que j'aimerais partager avec vous. Sont des repères dans le temps, simplement. Le premier pays européen à légiférer, à donner aux femmes le droit de vote et l'éligibilité, parce que ce n'est pas la même chose. On peut aussi voter et ne pas être éligible. Mais les deux, c'est en 1906 et c'est la Finlande. La France accorde le droit de vote aux femmes en 1944, donc bien après l'Allemagne et de nombreux autres pays. Mais je vous rassure, il y a eu beaucoup de retardataires après la France. La Suisse n'a légiféré qu'en 1971, le Portugal en 1976, le Liechtenstein, c'est un peu anecdotique, mais en 1984, et la Moldavie en 1993. Donc, si la France n'est pas à la pointe du progrès, elle n'est pas la dernière de la liste, fort heureusement. Les droits des femmes vont s'exprimer, et je le répète, vont être soutenus par... on ne va pas dire par la franc-maçonnerie dans son ensemble, ce n'est pas vrai, mais par le combat des obédiences féminines et mixtes. Alors, quelques dates clés. La première fois qu'une Française décroche le bac, c'est en 1861. La première avocate exerce son métier en 1900. Marie Curie reçoit le prix Nobel en 1903. Souvenez-vous de notre cher pasteur Anderson et de nos amis britanniques buveurs de whisky dans leur club et leur loge maçonnique. Ce n'est qu'en 1938 que la femme mariée ne doit plus obéissance à son époux. Donc, il est bien évident qu'au XVIIIe siècle, ces questions ne se posent pas. 1938, pour ne plus devoir obéir à son époux. 1965, pour exercer une profession soi-même et pour gérer ses biens sans l'autorité de son époux.
alors qu'en 1946, l'égalité est inscrite dans la Constitution. En 1967, on va légaliser la contraception. En 1972, l'égalité de salaire. En 1975, les femmes pourront divorcer par consentement mutuel. Et c'est anecdotique, mais c'est assez drôle. En 2013, les femmes ont le droit de porter le pantalon. Alors je sais que certains mauvais esprits diront que ça fait longtemps qu'elles portent la culotte, mais quoi qu'il en soit, elles n'ont officiellement le droit de ne porter le pantalon qu'en 2013. Et donc, est-ce que dans son ensemble, la franc-maçonnerie a été, je parle bien de son ensemble, est-ce que la franc-maçonnerie française a été à la pointe de ce combat d'émancipation? Je répondrai non. Aujourd'hui encore, en ce qui concerne, si on prend le monde que l'on qualifie de profane et l'évolution en matière d'égalité de genre, vous savez que un des éléments les plus compliqués, je dirais, un des éléments qui restent des inégalités violentes, ce sont les inégalités salariales. Et c'est les difficultés qu'ont les femmes à mener des carrières et à dépasser ce qu'on appelle le plafond de verre. Or, toutes les analyses que l'on fait sur le plafond de verre montrent que ce plafond de verre est lié aussi à une culture, à des modes de sociabilité. Parce que l'on n'entre pas comme ça dans le conseil d'administration d'une entreprise du CAC 40. On ne devient pas comme ça président d'une grande banque ou d'une entreprise internationale. On ne devient pas comme ça président d'une université. Et donc, c'est parce qu'il y a des modèles de convivialité, des clubs de gentlemen qui ne s'appellent pas nécessairement comme ça, mais où il y a des lieux où le pouvoir, la sociabilité et les hommes se rencontrent entre eux, qu'il est plus facile de coopter des gens que l'on connaît, qui sont de son sexe, avec qui on a la même culture, avec qui l'on va aller jouer au golf, et etc., etc. Et donc, ces modes de convivialité excluent les femmes. Et j'ai presque terminé, mais je ne voudrais pas me priver du plaisir de vous lire ce que le très select Garrick Club, qui est un club mondial et qui rassemble des élites du pouvoir, dit des femmes, et leur dernier vote a eu lieu en 2018. Alors ça fera peut-être écho aux oreilles de certains et de discours que l'on entend parfois. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas des femmes? Alors ils disent, les hommes se comportent différemment en présence des femmes. Fini alors la camaraderie, le badinage, le fameux, l'atmosphère bon enfant et égalitaire où personne ne se met en avant pour impressionner ses interlocuteurs. Voilà. Seconde chose, les femmes parlent trop. Or, ce qui est dit au Garrick Club ne peut pas s'ébruiter au dehors. Et donc, au-delà vous savez, c'est amusant parce que parfois, quand on discute, enfin pour ceux qui ne sont pas maçons, c'est parfois ce qu'on dit, ce que disent certains frères quand ils disent non, chez nous, il ne peut pas y avoir de femmes. Oh non, c'est pas possible. On va plus être à l'aise. On ne pourra plus. Ils ne disent pas badiner. Je ne suis pas sûre qu'ils utilisent le mot, mais le voilà. Et donc, c'est tout à fait paradoxal de se dire la franc-maçonnerie ne peut pas se regarder en dehors de la société dans laquelle elle évolue. Elle ne peut pas se regarder sans que l'on analyse sa tradition, le modèle relationnel qu'elle a contribué à créer, auquel elle participe, et qui continue encore aujourd'hui à inscrire une grande partie de la franc-maçonnerie mondiale dans un modèle de convivialité et de rapports humains qui exclut les femmes. Voilà. Nicole, nous vous écoutons. Eh bien, après l'exposé plutôt sociologique de notre sœur, et sur ce sujet qui est certes vaste, la franc-maçonne d'hier à aujourd'hui,
je vous propose de voir quelque chose d'un peu plus historique, qui est complémentaire de ce qui vient d'être dit, en regardant au fil du temps l'évolution du statut de la franc-maçonne, qui va de l'adoption à la protection, puis à la recherche d'autonomie, puis à l'indépendance. L'évolution des travaux qui sont présentés en adéquation avec la réalité sociale et politique du temps. Et enfin, la notion d'engagement, sa pérennité et ses difficultés. Je vous parle donc de la franc-maçonnerie française et féminine. Au XVIIIe siècle et dès 1740, par leur entrée en franc-maçonnerie dans les loges d'adoption, et bien que sous la tutelle d'obédience masculine, les femmes qui sont des aristocrates, qui sont des femmes de magistrats, qui sont des femmes de commerçants riches, mais qui ont déjà une certaine culture, les femmes sont établies dans des droits et attributs moraux que leur refusent encore les lois et la mentalité à l'extérieur du temple. Leur désir d'émancipation de ces femmes-là plonge ses racines dans le contexte des Lumières et trouve un écho à leur aspiration dans ce mouvement novateur et généreux. Dans la loge, frères et sœurs, issus donc, je viens de vous le dire, de l'aristocratie libérale, noblesse de robe ou haute bourgeoisie, expérimentent un nouveau type de relation, une sociabilité de réflexion et d'échange, l'expérimentation d'un exercice des responsabilités dans une structure féminine associative et initiatique. Un exemple de leur liberté de penser et de s'exprimer et de décider se trouve dans le livre d'architecture de la loge d'adoption La Candeur, que l'on trouve à la Bibliothèque nationale, où dans la planche tracée du 19 janvier 1776, il est arrêté, je cite, « qu'on n'admettrait désormais aucun frère ou profane sans le consentement unanime des sœurs, qui seront préalablement consultés sur l'admission de tel ou tel profane ou affilié. » Le travail qui se fait dans ces loges, essentiellement caritatif, stimulait cependant le désir de perfectionnement et le travail sur soi, le souci permanent de l'ouverture aux autres, le désir de soulager la misère, l'aspiration à accéder à la vertu afin de bâtir un monde meilleur et un vif intérêt pour les sciences et le progrès. On y prône l'égalité, on y parle beaucoup de l'enseignement qu'il faudrait pour toutes les femmes, on y parle aussi de l'éducation des enfants, on y loue l'amitié entre les sexes. Évidemment, avec la Révolution, ces loges, qu'elles soient masculines ou féminines, se mettent en sommeil. Et après la Révolution, beaucoup ne se réveillent pas, mais quelques-unes quand même se réveillent en début du XIXe siècle. Et avec le Premier Empire et l'application du Code civil, dit Code Napoléon, cela induit un recul du statut des femmes. Et de la même façon, un recul du statut de la franc-maçonne dans sa loge d'adoption. Une maçonnerie d'abord festive, puis moralisante sous la Restauration, les réduit, comme dans la société bourgeoise, à leur rôle de mère et d'épouse. En quelque sorte, l'adoption libérale se quitte au profit d'une protection dirigiste. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, apparaît la première vague de féminisme. Voilà que les femmes, maintenant, militent dans la sphère publique aux côtés des hommes à la conquête de meilleures conditions de vie pour l'éducation, le travail rémunéré, leur reconnaissance. Et à la charnière du XIXe et du XXe siècle, les femmes revendiquent une entrée dans les temples identique à celle des hommes. La plupart des grandes féministes sont franc-maçonnes, républicaines ou anarchistes.
Elles sont révoltées par un ordre social qui les méprise et les exclut. Elles veulent devenir de véritables citoyennes, obtenir l'égalité des sexes, le droit au travail et de meilleurs salaires, avoir accès à la santé, à l'éducation, au divorce. Elles combattent pour leur droit à réaliser leurs possibilités de développement à travers l'émancipation sociale, soit derrière Maria de Rheims aux droits humains, et la plupart de ces femmes sont des militantes républicaines, soit à la Grande Loge symbolique écossaise mixte et maintenue, et la plupart de ces femmes sont des anarchistes. Et celles qui sont à la Grande Loge symbolique écossaise mixte et maintenue présentent des travaux qui, pour l'époque, sont quand même assez étonnants, puisqu'il s'agit d'une nouvelle façon d'envisager la conjugalité. Qu'est-ce que c'est que l'amour libre? Et après tout, pourquoi pas? Déjà la contraception et l'avortement, des tas de sujets qui, à l'époque, sentent le soufre. Dans la première moitié du XXe siècle et dans les loges d'adoption de la Grande Loge de France, les femmes, là, vont faire l'expérience de l'autonomie dans des loges encore dites d'adoption, du nom de leur rituel, mais les loges déjà se veulent féminines. Donc ça ne va pas si bien entre frères et sœurs, puisque les frères de la Grande Loge souhaitent que les femmes soient leurs affidées, mais les femmes, elles, veulent écrire loge féminine. Et si certains d'entre vous ont pu avoir accès au bulletin hebdomadaire qui donnait en région parisienne les calendriers des loges, on s'aperçoit que les loges d'adoption sont quasiment appelées loges féminines. Encadrées par le rituel, qui est leur rituel d'adoption, elles sont dans l'effervescence d'une pensée libérée qui aspire à l'élévation morale, sociale et spirituelle. Et ce qu'elles veulent, c'est une véritable indépendance. Là, elles en sont à vouloir acquérir une certaine autonomie en se disant que plus tard, il leur faudrait l'indépendance. Ces femmes de progrès sont des militantes éprises de liberté, qui veulent être actrices de leur vie dans l'espoir de changer les rapports femmes-hommes dans la cité, dans la famille et dans le couple. À côté de travaux symboliques, on en trouve quelques-uns qui sont pour la plupart demandés aux apprentis et aux compagnonnes. À côté des travaux aussi philosophiques qui, eux, sont assez nombreux, les sujets de planche abordent féminisme et féminité, l'activité sociale de la femme, l'éducation civique de la femme, l'enfance malheureuse, le travail, loi vitale pour tous, la femme maçonne et les œuvres sociales, les femmes devant les assurances sociales et beaucoup d'autres sujets, bien sûr. Au sortir des années noires de la guerre et de l'occupation, à la libération, et dans l'enthousiasme de la paix retrouvée, voilà que les femmes gagnent enfin leur indépendance. En fait, dès le retour de la paix, quelques francs-maçonnes des loges d'adoption vont voir leurs frères de la Grande Loge, leur demandant quand reprennent les travaux, et les frères leur disent qu'ils ont quand même beaucoup à faire pour refaire, eux, leur propre obédience qui a été bien abîmée, justement, et dont beaucoup de frères manquent parce qu'ils ont été déportés, fusillés, enfin, etc. Et donc, leur projet n'est pas de s'occuper tout de suite des sœurs. Donc, les sœurs qui avaient senti qu'un jour, il faudrait qu'elles prennent elles-mêmes en main leur indépendance, et qui donc s'étaient un peu préparées à ça, se sentent maintenant prêtes à écrire la Constitution, qui sera la Constitution de l'Union maçonnique féminine de France, première obédience féminine indépendante et souveraine,
qui prendra rapidement, en 1952, le nom de Grande Loge féminine de France. Ces quelques femmes visionnaires, conscientes de leur destin commun, de leur responsabilité d'avoir à construire à l'intérieur de l'ordre maçonnique un collectif féminin, deviennent avec ferveur des bâtisseuses d'avenir. Égalité professionnelle, civile et politique, réappropriation de son corps, contraception, droit à l'avortement sont des réflexions menées dans les loges et les combats menés dans la société. Aujourd'hui, que ce soit dans les loges féminines de la Grande Loge de France ou dans des loges mixtes, les francs-maçonnes affirment leur place de femmes au sein de la franc-maçonnerie et dans la cité, ce qui n'est pas si simple comme l'a dit notre sœur. Et elles accomplissent de leur être le plus profond, par le respect des rituels, tout cela dans leur loge, dans une totale liberté de conscience. Je dirais que audace, combativité, ténacité, mais aussi patience et diplomatie caractérisent l'histoire des femmes en franc-maçonnerie. Les francs-maçonnes d'hier avaient tout à acquérir au niveau de leurs droits. Elles n'étaient même pas citoyennes, ni électrices, ni éligibles. Les francs-maçonnes d'aujourd'hui ont conscience de former un mouvement puissant et responsable, à la conquête, cependant toujours inachevée, de la liberté. Et elles se veulent force d'évolution et force de proposition. Elles s'engagent de façon active dans les débats citoyens. Elles s'engagent en vigilance pour que leurs droits acquis perdurent. Par exemple, celui de l'interruption volontaire de grossesse. Pour que la laïcité qui concilie unité et diversité soit respectée. Elles s'engagent en réflexion sur des sujets d'extériorisation, de développement durable, de bioéthique, fin de vie, soins palliatifs, suicide assisté, d'évolution sociale, ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, mais aussi situation des femmes en prison et des femmes migrantes. Et elle s'engage aussi en pratique, puisqu'il nous faut, vous le savez, poursuivre au dehors l'œuvre commencée dans le temple. Comme celle d'hier, les francs-maçonnes d'aujourd'hui doivent mener de front leur vie professionnelle, affective, familiale, maçonnique. Je pense que leur désir d'engagement est toujours le même, mais les contraintes de la vie actuelle se sont multipliées. Au niveau économique, la précarité des emplois touche aussi nos sœurs, engendrant pour quelques-unes des périodes difficiles de chômage. Et dans les meilleurs des cas, je dirais que les progrès de la technique, dont nous sommes si fiers, génèrent souvent une véritable ingérence dans leur vie privée. Une disponibilité totale leur est, je dis parfois, mais c'est souvent, très souvent, demandée dans le monde du travail. Laquelle de nos sœurs n'est-elle pas partie en week-end avec son ordinateur portable ? Quant au téléphone portable, nous savons bien qu'il ne respecte jamais les heures qui auparavant limitaient les heures de travail. Et pourtant, sur leur chemin initiatique vers la connaissance, les francs-maçonnes d'aujourd'hui, s'appuyant sur le respect de l'autre et bien sûr d'elles-mêmes, héritières de l'humanisme classique et porteuses de l'humanisme moderne, suivent, comme celle d'hier, une démarche philosophique et un engagement pour un idéal de dignité humaine, de justice et de démocratie.
Merci Christiane, merci Nicole. La parole circule dans l'Assemblée. Qui veut prendre la parole ? Oui, ce n'est peut-être que de la sémantique, mais pourquoi utopie ? Parce que utopie, étymologiquement, c'est quelque chose, un ensemble ou un particulier qui n'a pas de lieu. Or, la franc-maçonnerie, si je ne m'abuse, elle est partout, sur toutes les surfaces de la Terre. Avant de te passer le micro, ma sœur, je voudrais quand même dire que Louise Michel, par rapport à l'utopie, a écrit quelque chose que je trouve assez formidable, que les temps changeront lorsque les utopies, les rêves utopiques d'hier deviendront le progrès de demain. Exactement, et je veux dire puisque ici nous abordons la question de la franc-maçonne et d'hier à aujourd'hui, ce qui était sans doute une utopie et un rêve pour les femmes et les francs-maçonnes au 18, 19, 20e siècle encore, est la réalité d'aujourd'hui. Et nous avons le privilège de vivre dans une société, je dis bien le privilège, c'est pas partout dans le monde, où les femmes ont acquis leurs droits. Elles ne les ont volés à personne, mais elles ne les doivent qu'à elles. Et je pense qu'il faut le souligner et que nous en vivons bien en société et que les sociétés les plus égalitaires sont aussi les sociétés où, lorsque l'on enquête sur le sentiment de bien-être et de bonheur, les sociétés qui sont les plus heureuses. Bonjour mes sœurs, merci pour votre intervention. Moi je suis dans une loge mixte, je suis au DH. Et donc du coup je vais poser une question à des sœurs qui sont en loge féminine, enfin celles qui sont en loge féminine en tout cas. On a entendu les arguments avancés par notre sœur tout à l'heure pour les hommes qui ne souhaitent pas travailler en mixité. Et alors les femmes qui ne veulent pas travailler en mixité, alors ce sont les mêmes arguments. Quels arguments est-ce que vous avez ? Vous trouvez qu'on parle trop aussi et qu'on divulguerait en dehors ? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce qui est dit. Nous avons beaucoup de jeunes femmes, vraiment beaucoup de jeunes femmes qui en ce moment demandent à rentrer à la Grande Loge féminine de France. La première chose que nous leur disons, bien sûr, c'est « vous savez que vous serez entre femmes ». Êtes-vous sûr que ça ne vous inquiète pas ? Êtes-vous sûr d'accepter ? Êtes-vous sûr que vous faites le bon choix ? Et je dirais qu'à 95% de toutes les enquêtes que j'ai faites, il n'y en a qu'une qui a dit « Ah ben non, je n'avais pas réalisé ça ». Sinon, les autres, elles souhaitent venir entre femmes. Alors, ce sont des femmes qui, pour la plupart, ce sont des femmes qui ont de bonnes situations, beaucoup de responsabilités. Et elles vivent dans un milieu mixte, dans un milieu professionnel mixte. Et elles ont une très grande envie d'accéder, alors je dirais pas tellement au sociétal, mais plus à la spiritualité. Et cette recherche de spiritualité, eh bien, elles choisissent de la faire entre femmes. Alors peut-être que le sociétal va mieux avec la mixité, je ne sais pas. Et toujours est-il que celles qui rentrent, comme celles qui sont rentrées dans le temps, souhaitent justement maintenant de plus en plus être en réflexion dans un milieu féminin. Mais sachez qu'à la Grande Loge féminine de France, si nous travaillons entre nous, dans les commissions, dans des tenues, nos portes sont ouvertes à tous les frères. Et tous les frères peuvent venir assister à nos travaux, non seulement assister, mais participer à nos travaux.
Mais c'est vrai que nous aimons bien travailler sur les choses importantes entre nous. Je voudrais simplement ajouter, moi je travaille en mixité. Je suis grand maître adjoint de la Grande Loge Mixte de France. Je ne voudrais pas que l'on conclue trop vite, parce que je me rends compte que je suis peut-être... il pourrait y avoir un glissement. Je crois qu'aujourd'hui, dans la franc-maçonnerie, il n'y a aucune pression de la part des femmes pour que les obédiences qui travaillent entre hommes s'ouvrent. Chacun fait comme il veut. C'est très bien comme ça. Je pense qu'il faut bien inscrire cela dans je dirais dans un champ historique et dans une vision plus globale qui dépasse la France aussi, de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie aujourd'hui est mondialement en déclin dans tous les pays anglo-saxons. Il y a vraiment une diminution du nombre d'adhérents. Et en Europe, on va dire, la franc-maçonnerie telle que l'on la pratique en France, on va dire elle est latine. En Europe, les obédiences qui voient leurs effectifs augmenter le plus sont les obédiences mixtes, sans doute parce que ça correspond à une évolution de la société. J'ai toujours eu un élément de réflexion en tête. Je pense que lorsque l'on devient franc-maçon ou franc-maçonne, lorsque l'on est initié, c'est parce que l'on a aussi envie de travailler sur l'autre, sur la différence, d'apprivoiser ce qui est, d'une certaine manière, ce qui nous dépasse. Et rien n'est plus différent un genre que l'autre genre. Donc la mixité est aussi une manière de travailler ensemble, peut-être à une humanité plus, je dirais, plus apaisée. Oui, je voudrais rajouter que c'est ce qui est symptomatique de notre franc-maçonnerie française, c'est que le choix est laissé. Il y a vraiment une grande diversité de choix et chacun peut aller là où il pense qu'il aura sa place. Prenez place, mon frère, prenez place, ma sœur. C'est, je crois, la richesse de la franc-maçonnerie française, ou latine, comme vous le dites. Bonjour, bonjour mes sœurs. Moi, je voudrais apporter ma petite touche, si je puis dire, dans le sens où je pense que dans la société, quand même, énormément de lois ont été faites par et pour les hommes. Et peut-être que justement, le fait de travailler entre femmes nous permet d'aborder, par le biais des commissions, certaines thématiques à notre façon, à nous, avec, alors sans schématiser, mais notre rondeur, notre façon de voir les choses. Et en fait, voilà, je pense que c'est effectivement, les frères sont toujours les bienvenus. En général, ils reviennent. Mais il y a peut-être cette façon aussi que nous avons de travailler, qui est assez spécifique de ce que nous sommes, nous, en tant que femmes. Et puis, pour revenir un petit peu à ce que disait notre sœur Nicole tout à l'heure, c'est... autant les hommes, au début de la franc-maçonnerie, avaient peur que les femmes les pervertissent, autant c'est vrai que travailler entre femmes permet d'être nous aussi, comment dire, entre guillemets, débarrassés de tout ce qui peut être dans la vie profane de l'ordre, mais aussi de la séduction. Voilà, c'est quelque chose aussi qui nous permet d'être toutes... ensemble et de parler, je dirais, de choses que l'on vit toutes dans notre quotidien, dans notre intimité de femme. Et tout à l'heure, notre sœur Christiane parlait de différence. Moi, j'aime mieux le terme d'altérité, j'ai dit. Juste peut-être une petite réaction. Merci de ce témoignage. En fait, sur le plan des législations, sur le plan, je dirais, juridique, généralement, la franc-maçonnerie s'est montrée, je dis bien la franc-maçonnerie,
dans toutes ses composantes, elle est rarement à la pointe du progrès. Je dirais, l'histoire nous montre qu'en général, elle est assez conservatrice. Donc, sauf il y a 2 domaines où la franc-maçonnerie, peut-être plus particulièrement le Grand Orient de France, sont montrés extrêmement combatifs, c'est la laïcité et l'enseignement. Et ça, c'est tout à l'honneur de la franc-maçonnerie. Sur le reste, il y a eu des espaces législatifs et politiques où la franc-maçonnerie a joué un rôle, mais pas tous, et pas tout le temps, et pas partout. Et donc, et que l'on soit, quel que soit que l'on soit homme ou femme, sur la question de l'avortement, par exemple, les francs-maçons, dans leur ensemble, ont soutenu, ont été présents. Sur la question de la fin de vie, on se rend compte ici, c'est un débat difficile en France, les francs-maçons sont présents sur cette thématique et certains de nos frères ont déposé des propositions de loi. Donc moi, je ne dirais pas il y a une façon, enfin, j'ai fait de la politique toute ma vie, je ne dirais pas il y a une façon femme de faire de la politique ou il y a une façon homme de faire de la politique. Sur le plan, je dirais, on n'entre pas en franc-maçonnerie pour faire de la politique. Parfois, l'on est amené... moi, ma carrière, ma vie politique a été profondément enrichie par le fait que je sois devenue franc-maçonne. Profondément enrichie. Et avec mes frères, avec mes sœurs, avec qui nous partagions ces convictions, nous avons eu l'occasion d'échanger plus librement. Mais je n'ai jamais pensé que c'était mieux d'être une femme. Je me dis, il y a une richesse à travailler ensemble. Parce que nous sommes la même humanité et que la femme est un homme comme les autres. Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose. Une des premières choses, sans vouloir dévoiler quelque chose de rituel, mais une des premières choses que l'on dit à la jeune initiée, à la nouvelle initiée, c'est « N'oubliez pas que vous êtes un pôle de l'humanité, l'homme est l'autre pôle ». Donc même dans notre rituel, vous voyez, l'homme existe. Et puis par ailleurs, je voudrais dire qu'au niveau de l'histoire, même avec nos féministes qui voulaient tant et tant leur émancipation, heureusement qu'elles avaient des hommes qui combattaient avec elles, parce qu'elles, elles ne pouvaient pas voter, elles n'étaient pas éligibles. Donc pour faire passer les lois, il fallait bien qu'il y ait les hommes. Et donc ça, si l'on étudie les mouvements d'émancipation des femmes, en particulier autour de Marguerite Durand, de la Fronde, enfin, etc., heureusement qu'il y avait avec elle des hommes, dits féministes d'ailleurs par d'autres, qui, eux, ont pu faire passer les lois. Bonjour mes sœurs. Je voulais vous inviter à faire une espèce d'éclairage sur les différentes obédiences mixtes, parce qu'effectivement ici on en voit une, mais il en existe plusieurs, et il serait peut-être intéressant effectivement que depuis la création du droit humain, il y a eu effectivement d'autres obédiences, et ce serait peut-être bien qu'on les connaisse. Sachant effectivement que moi j'ai été très très longtemps en droit humain, et en fait on constate quand même une chose, c'est que il y a une très très grande majorité malgré tout de femmes. Les hommes sont quand même en retrait, je parle au niveau nombre, c'est tout. Donc est-ce que vous pourriez nous faire effectivement un éclairage un peu plus précis? Merci. C'est un exercice à risque parce que si on oublie une obédience, on va vexer tout le monde. Donc, je ne vais pas m'y tenter. La plus grande obédience mixte en France, c'est le DH, c'est le droit humain, c'est la belle histoire de la mixité maçonnique avec Maria de Rem et le DH est une obédience internationale. Donc, il y a
l'EDH partout, à peu près partout dans le monde. Moi, je suis membre de la Grande Loge Mixte de France, qui a été créée en 82. Je connais la Grande Loge Mixte de Memphis-Misraïm. Enfin, il y a beaucoup d'obédiences mixtes en France. La Grande Loge Mixte universelle, Il y en a une qui est assez nouvelle, qui doit avoir 7 ou 8 ans, qui s'appelle la Grande Loge symbolique de spiritualité des cultures, je crois. Oui, des cultures et de la spiritualité, et qui est une loge complètement mixte et qui, j'ai assisté à certaines tenues, font vraiment d'excellents travaux. Et Ouattara aussi, l'ordre international, oui, de l'art royal, hein, voilà. Alors, sur la question des pourcentages, je ne connais pas pour les autres, mais à la Grande Loge Mixte de France, il y a 48% d'hommes et 52% de femmes. Donc, la plupart de nos loges sont mixtes. Je pense que cette mixité est importante et enfin, moi, je le considère comme une richesse. J'ai l'impression globalement que les obédiences mixtes, je dis bien toutes, ont parfois intérêt à dialoguer aussi entre elles, ce que l'on ne fait pas. Et vous avez également la plus grande obédience féminine, qui est la Grande Loge féminine de France, et également une autre obédience, une deuxième obédience féminine, plus petite certes, mais qui existe, qui est la Grande Loge féminine de Memphis-Misraïm. Oui, je fais partie du GO, Grand Orient de France, qui effectivement a récemment accueilli des femmes dans son obédience. Et je peux vous dire que nous sommes très bien accueillis. Il y a encore des loges qui sont un peu, qui se rétractent un peu, qui attendent. Il faut voir. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que notre vénérable maître est une femme et que ça se passe très bien parce que le GO est ouvert aux femmes aussi et à la condition des femmes dans notre société. Oui, alors statutairement, le GO n'est pas une obédience mixte, hein, voilà. Mais il a en son sein des loges mixtes et d'autres qui ne le sont pas. Et il a été d'ailleurs un des derniers. Il y a, par exemple, la Grande Loge a ouvert ses loges d'adoption, et puis après, elle s'est complètement refermée aux sœurs. Et le GO a fait l'inverse. Au moment où il y avait l'adoption, le GO, ça ne l'intéressait pas, et il s'est ouvert maintenant. Alors, je crois qu'il faut aussi être réaliste. Excusez-moi, je vais probablement en choquer quelques-uns. Je crois qu'il faut être réaliste et dire la vérité. Je vois en Île-de-France, puisque je viens d'Île-de-France, des petites loges du Grand Orient qui ont du mal à trouver des hommes. Donc tout d'un coup, ils ont un grand désir d'ouvrir leurs portes aux sœurs, aux femmes. Et il y a même une loge, dont je ne vous dirai pas le nom, qui, elle, a ouvert uniquement aux profanes. Ce sont des frères qui veulent initier, mais ils refusent absolument que d'autres sœurs initiées ailleurs viennent. Ils veulent, je le mets plutôt à l'interrogation, voudraient-ils les formater? Enfin, je ne voudrais pas médire sur le GO, parce que je pense qu'il y a des évolutions qui se font lentement. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Repensez au club anglais. Et si vous avez l'occasion d'aller visiter des temples historiques et de voir comment est la salle humide, vous vous retrouverez exactement dans un club britannique et vous comprendrez la masculinité
systémique du lieu. Il y a des sujets sur lesquels nous travaillons en interambédientiel, notamment sur les questions de bioéthique. On abordera ça lors du prochain débat. Nous travaillons beaucoup avec le Grand Orient. Nous travaillons beaucoup avec le DH, avec la Grande Loge féminine. Nous avons des contacts lorsque, par exemple, le Sénat, l'Assemblée nous invite à ce sujet. Et donc, la franc-maçonnerie, c'est pas non plus... je veux défendre le concept de franc-maçonnerie universelle. Les plus, entre guillemets, ringards des frères de l'obédience la plus farouchement masculine sont mes frères. Comme je suis leur sœur, même si ça ne leur plaît pas trop. Donc la franc-maçonnerie est universelle et je pense que ce concept de franc-maçonnerie universelle est important. Et il y a un travail à mener entre obédiences où nous partageons, je dirais, entre 90 et 95% des valeurs parce que nous sommes de la même famille. Donc je ne crois pas qu'il faille nous compartimenter et attacher une trop grande importance à la composition genrée de nos obédiences. C'est le travail que nous menons ensemble qui est important. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous le savez, quand on porte des santés, la dernière, c'est toujours à la franc-maçonnerie universelle. Nous avons un ordre, nous sommes dans cet ordre, et c'est la franc-maçonnerie universelle. Bonjour, je me questionnais sur les thématiques abordées dans les loges féminines. Sont-elles uniquement féminines ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, les thématiques abordées peuvent être des thématiques sociétales. Alors, c'est vrai que on pourrait penser que parce que c'est une loge féminine, nous ne travaillons que sur les femmes et les enfants. C'est vrai que nous travaillons sur ce qu'il faut pour les femmes et les enfants, mais c'est loin d'être nos seuls fils rouges. On travaille aussi sur beaucoup de choses qui concernent les hommes autant que les femmes. Donc il n'y a pas, c'est pas parce qu'on est dans une loge féminine qu'on ne va travailler que sur les femmes. Absolument pas. On travaille sur des valeurs qui elles aussi d'ailleurs sont universelles, et des problèmes qui sont des problèmes de la société et qui touchent autant les hommes que les femmes et les enfants. Bonsoir mesdames, merci pour vos interventions très enrichissantes, mais j'ai besoin de quelques éclaircissements. Je crois que c'est madame Vienne qui est intervenue tout à l'heure en disant que la franc-maçonnerie, notamment les sœurs et les frères, travaillent entre eux pour regarder le travail de l'autre, ou tout au moins pour se parfaire au moyen du travail des autres. Mais je croyais que la maçonnerie, c'était pour tailler sa propre pierre. C'est déjà tellement difficile de se connaître. Qu'en pensez-vous ? C'est très, très difficile de se connaître. C'est l'œuvre d'une vie. J'ai été initiée en mixité. J'ai toujours travaillé en mixité. Dans ma vie profane, j'ai toujours travaillé en mixité. Que ce soit en franc-maçonnerie ou dans les rapports, je dirais, entre hommes et femmes un peu partout, on ne peut pas non plus gommer le fait qu'il y a, peut-être de par l'éducation, il y a un patrimoine qui fait que l'on n'aborde pas toujours les choses de la même manière. Et travailler en mixité, c'est s'enrichir de ces sensibilités parfois différentes. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que dans mon parcours maçonnique, j'ai été vénérable de ma loge, j'ai travaillé avec des frères et sœurs, que bien souvent, le fait d'être ensemble faisait que nous taillions notre pierre d'une manière peut-être plus riche que si je l'avais fait en étant uniquement avec d'autres femmes.
Mais c'est mon choix, c'est un choix. Je ne le dis pas dans l'absolu. J'ai planché la semaine dernière dans une loge féminine. Je suis repartie enrichie, c'était magnifique, c'était vraiment intéressant. Et je me suis dit, tiens, si un jour je ne me sentais plus bien, ce type d'atelier me plairait beaucoup. Et donc, je n'exclus rien, mais je pense que travailler ensemble, c'est aussi une richesse. Oui, bonjour. Je vais juste vous donner 3 petits exemples comme ça d'expériences personnelles où en fait la mixité, c'est pas forcément quelque chose ni qui est possible, ni qui va être une valeur ajoutée. Donc, j'ai été amenée, par exemple, à travailler dans un pays africain, je ne vous dirai pas lequel, où le secret médical n'existait pas. Donc, j'ai formé les magistrats à quoi servait, qu'est-ce qu'était le secret médical, à quoi ça servait, à quoi ça protégeait les soignants, à quoi ça protégeait les malades, mais d'un point de vue d'une société occidentale, et que bien sûr j'ai laissé les magistrats s'organiser entre eux pour voir dans leur constitution comment ils pouvaient goupiller tout ça. Moi, je suis spécialiste dans les santé sexuelles et les drogues. Donc, je travaille dans un hôpital où les gens avec qui je travaillais disaient « Ah ben tiens, il y a la fille du prof de philo qui est venue se faire dépister, elle est séropo ». On est parti de là. Donc là, bien sûr, en travaillant avec les magistrats, j'ai travaillé dans de la mixité, ça posait aucun problème. Dans le même pays, je travaillais pour une grande instance internationale, on est allé me faire travailler, par exemple, sur la polygamie et sur les circoncisions. Là, ce n'était pas possible du tout, puisque hier, il y avait un atelier sur les rites et les rituels. Il n'était absolument pas possible de travailler en mixité, puisque le rituel sur la circoncision dans ce pays-là, dans ce groupe ethnique-là, qui est un rituel en fait de création de frères de sang, se fait par un payaso, ça s'appelle, et qui en fait est un homme mais masqué, c'est jamais une femme, et c'est un rituel en fait de groupe d'hommes. Donc là, la mixité, c'est pas bon. Donc moi, on m'a demandé de travailler avec ce monsieur, j'ai essayé de trouver une technique, j'ai refusé de rompre ce rituel culturel, parce que je ne vois pas de quel droit moi j'irais rompre ce rituel. Donc j'avais un interprète avec moi parce que je ne parlais pas le dialecte, et j'étais cachée derrière un mur, et donc on a échangé derrière un mur, et moi mon seul truc c'était lui expliquer comment se transmettait par exemple le VIH, puisque je suis spécialisée sur le VIH, et qu'il fallait qu'il imagine d'autres rituels de transmission, puisqu'en fait la circoncision se faisait avec une même lame de rasoir pour faire une classe d'âge sur des garçons de 13 ans, et du coup ils devenaient des frères de sang. Donc mon intervention, ça a été que c'était pas un mauvais rituel, que le frère de sang c'était pas un mauvais rituel, sa structure des sociétés c'est hyper important, mais que le VIH est apparu et du coup ça compliquait. Donc là, la mixité, elle n'est pas possible. J'ai travaillé dans d'autres pays où on a mis en place des systèmes de contraception, des choses comme ça. On a eu le même problème en France quand la contraception a pointé son nez. En fait, les hommes et une partie des femmes ne voulaient pas qu'il y ait la contraception, puisqu'une femme qui utilisait la contraception devenait une femme sexuellement plus libre, et donc en gros une salope, quoi. On le sait bien avec le fameux manifeste sur l'IVG. Et donc la mixité, c'est facile chez nous, c'est pas toujours facile ailleurs. Après, on sait, si on a travaillé beaucoup dans des pays en zone très très pauvre, que la présence des hommes automatiquement écrase l'expression des femmes. Donc moi, j'ai toujours travaillé en essayant de faire un 3 temps, en fait. Par exemple, sur les mises en place d'accès aux contraceptifs dans les Andes, à plus de 5000 mètres d'altitude, le gouvernement envoyait des jeunes médecins de ville, donc ne parlant pas le dialecte, ne connaissant rien de ce mode de vie, donc ça marchait pas du tout. Donc en fait, ce que je lui avais expliqué, c'est qu'il fallait qu'il fasse d'abord, qu'il ait un interprète, évidemment, femme. Il fallait absolument qu'il y ait des travaux entre femmes pour expliquer la contraception, à quoi ça servait, comment ça marchait, et que c'était une liberté de choix. Parce que souvent, ces femmes, elles disent « Ouais, mais toi, t'es blanche et toi, en fait, tu veux faire disparaître mon ethnie et c'est pour ça que tu veux me foutre sur contraceptif. » Donc ça peut être très compliqué. Et il faut absolument qu'il y ait un 3 temps où après, on arrive à la mixité. Donc il y a un premier temps où c'est qu'avec des femmes. Le médecin, éventuellement, peut être homme, mais il faut que l'interprète soit femme. Ensuite, il y a un second temps où on travaille qu'avec les hommes, et puis un troisième temps où on arrive à la mixité. Et là, j'ai travaillé à peu près 10 ans sur ce programme-là, sur des temps pas continuels, et j'ai vu la chose devenir possible. Ensuite, sur l'histoire des loges et l'histoire de la non-mixité, j'ai eu une amie anthropologue qui a fait un travail extraordinaire sur la zone en fait entre l'Afghanistan, le Pakistan et je ne sais plus quel est le troisième
pays où la situation des femmes est très compliquée. Et les femmes, en fait, les femmes juives, les femmes musulmanes et les femmes austériennes se sont organisées un peu sur un type de loge. Ces femmes se revendiquent sous le nom de BBC Chambé. Elles se réunissent de manière clandestine pour en fait voir comment elles peuvent se structurer dans ces sociétés où les femmes ont quand même un accès aux droits très très limité. Et donc c'était très intéressant de voir que ces femmes, alors pour entrer dans une loge, si on peut appeler dire loge de BBC Chambé, il suffit simplement d'être femme. C'est absolument, évidemment, totalement inaccessible aux hommes parce qu'elles risquent leur peau, tout simplement. Vous savez que, par exemple, en Iran, il est interdit d'être tatoué, que vous avez la police des mœurs qui piste les femmes tatouées dans l'Internet. Enfin, on ne peut pas teindre ces choses, c'est très compliqué, quoi. Donc la mixité, c'est bien, mais c'est pas toujours un plus. Voilà. Merci. Oui, simplement, enfin, je partage ce qui vient d'être dit, mais ici on parle de la mixité en franc-maçonnerie, dans nos ateliers, dans nos loges. Mais je suis convaincue qu'il y a des espaces et notamment des pays où c'est pas possible. Il faut être attentif à une chose. Pour nous, je vais revenir chez nous, sur la question de l'universalité. On doit être extrêmement prudent en ce moment parce que dans nos hôpitaux, il y a aujourd'hui des femmes qui ne veulent plus voir de médecins hommes ou des femmes qui ont besoin que leur mari les accompagne pour aller voir le généraliste. Donc, ce sont des sujets extrêmement sensibles. Il faut être... mais ici, nous parlions de nos ateliers. Donc, je dirais la franc-maçonnerie s'est structurée historiquement pour les hommes, puis elle a évolué pour les femmes et elle est devenue mixte depuis quelques dizaines d'années. Et donc la franc-maçonnerie est aussi en évolution. Et donc un modèle n'exclut pas l'autre, mais c'est vrai que cette question du genre redevient un élément extrêmement sensible dans la société française et un peu partout en Europe. Pour finir. Oui, nous finissons là, ma sœur. Oui. Tout a une fin, oui. Espérons que la franc-maçonnerie n'aura pas la sienne. Non, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez vu justement dans nos interventions aujourd'hui combien nous étions, ma sœur Christiane et moi, complémentaires. Et je reviens sur cette grande chance que nous avons en France d'avoir cette liberté de choix et d'aller là où nous pensons que ce sera le mieux pour nous, pour travailler à la fois sur nous avec les autres. Mais c'est une excellente conclusion. Je la partage et je vous souhaite un excellent après-midi.